Il est pas si mal, hein. Bonjour à tous, on est mardi 31 mars et c'est la nouvelle revue de presse, comme tous les jours, sur la chaîne du Canard Réfractaire. Et vous avez été assez nombreux à regarder la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper de ce qui va suivre. Pour vous convaincre de vous abonner, on va mettre des effets spéciaux. Et comme promis lors de la dernière vidéo, on va parler aujourd'hui de toutes les actualités qui sont passées dans les journaux récemment qui ne parlent pas du coronavirus. L'hebdomadaire Politis s'intéresse aujourd'hui à la fonte des glaces du Groenland et qui est mise sur le radar des scientifiques tant c'est représentatif du réchauffement climatique. Entre 1993 et 2003, le Groenland avait déjà perdu quelques centaines de milliards de tonnes de glace. Mais bien évidemment, rien ne s'est arrangé avec le temps et en 2019, en un seul été, le Groenland a perdu 600 milliards de tonnes de glace, ce qui représente au niveau de la montée des eaux 2,2 mm. Et pour expliquer ça, Politis avance 3 facteurs. Et le premier d'entre eux, c'est le fait que, bien évidemment, le Groenland subit aussi le réchauffement climatique. Il y a une autre raison un petit peu moins évidente, c'est au niveau de la pollution. En fait, la neige et la glace deviennent de plus en plus noires, ce qui fait que ça absorbe de plus en plus des rayons du soleil. Et ça accélère le processus de réchauffement. Et le troisième facteur qu'avance Politis, c'est le fait qu'il y a une température estivale record. En juillet, la barre des températures n'est pas descendue en dessous de 23 degrés pendant 5 jours consécutifs. Et forcément, ça aide pas. Mais bon, ça évidemment, c'est que le début des mauvaises nouvelles. Puisque le phénomène enclenche ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est parce que ça se réchauffe, il y a de la fonte des glaces et il y a énormément de rivières souterraines qui se voient renforcées et qui érodent des énormes blocs de glace qui finissent par s'effondrer. Et c'est les vidéos qu'on voit un peu partout sur Facebook de ces énormes blocs de glace qui s'écroulent dans l'océan. Bon, après, c'est pas ultra inquiétant quand tu dis la fonte c'est 2 mm. Ouais, 2 mm, on s'en sort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble de l'eau qui est retenue dans les glaces du Groenland, en tout, ça représente 6 à 7 mètres de niveau de mer. Ce qui fait que si tout fond, là, ça devient vraiment problématique. Mais le Groenland, ça n'aura échappé à personne, c'est qu'un seul élément, parce qu'il reste aussi l'Arctique, l'Antarctique et tous les glaciers montagneux. Et c'est là où les copains de Monsieur Mondialisation ont fait du bon boulot, parce qu'ils ont un peu développé le sujet sur un article qu'ils ont publié récemment. Ils précisent que 99% des glaciers montagneux subissent une fonte des glaces anormale due au réchauffement climatique. Ils montrent d'ailleurs cette super image de la mer de glace au Mont Blanc où il n'y a plus de glace. Et les glaciers des Alpes vont perdre jusqu'à 90% de leur masse à la fin du siècle. Mais les 6 ou 7 mètres du Groenland ne sont rien par rapport à ce que représenterait la fonte de l'Antarctique, c'est-à-dire 57 mètres de hausse du niveau de la mer. Et concernant ce gros glaçon qu'est l'Arctique, c'est pas forcément mieux. C'est une zone qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. On a enregistré récemment des températures qui allaient au-dessus de 30 degrés et des températures positives en décembre. Et globalement, depuis qu'on s'est mesuré la quantité de masse de l'Arctique, elle a diminué de moitié. Et sans oublier le permafrost, évidemment. Le permafrost, c'est ces terres qui sont constamment gelées et qui renferment en eux une grande quantité de gaz à effet de serre. Ce permafrost fond 70 ans plus tôt que les estimations du GIEC. Et quand je dis que ça renferme du gaz à effet de serre, c'est pas un petit peu. Ce que contient le permafrost en gaz à effet de serre, c'est le double de ce qu'il y a déjà aujourd'hui dans l'atmosphère. La fonte des glaces, ça va mettre pas mal de personnes dans la merde. Ça va provoquer des exodes ruraux, ça va mettre des villes sous l'eau, voire des pays entiers. Et plus globalement, ça va foutre un joyeux bordel dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'avenir. Et donc tout l'enjeu de notre temps, c'est d'essayer de trouver des solutions pour arranger la chose et surtout pour organiser la transition qui, de toute façon, va arriver un jour ou l'autre. Qu'elle soit subie ou voulue, la transition sera là, alors autant l'organiser. Et la seconde actualité qui ne concerne pas le coronavirus, j'ai l'honneur de vous dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant j'ai fouillé sur Mediapart, sur l'Humanité, je suis même allé sur le Figaro, Libération, Le Monde diplomatique. En fait, il n'y a pas de vraie actualité qui ne concerne pas le coronavirus. Et même à la Tribune des Travailleurs, eux aussi ils parlent du coronavirus, c'est pour vous dire à quel point la situation est grave. Mais bon, tant pis, 3 actus c'est 3 actus. En tout cas, on a parlé de transition écologique juste avant, et là on va parler de la crise du pétrole. Et pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise vraiment pas du tout, donc je vais dire quelques généralités, et si vous voulez avoir une analyse plus précise, et tout ce que je dis c'est tiré d'un super article de Mediapart que je vous recommande et qui est en description. Mais en gros, la crise du pétrole en ce moment c'est lié à 2 phénomènes, la baisse de la consommation et une crise de surproduction. Et forcément la consommation c'est à cause de ce virus, toute l'économie mondiale est à l'arrêt, donc forcément tu as une baisse de la consommation du pétrole. Aujourd'hui il y a plus de la moitié de l'humanité qui est en confinement et le transport aérien qui est un des plus grands consommateurs de pétrole a réduit de 80%. La baisse a atteint officiellement 25% de son taux normal, de ce qu'elle
devrait être à la même période. Et ça risque de s'aggraver dans les jours à venir. Et le deuxième problème, ça concerne une guerre diplomatique entre la Russie, les États-Unis et ce charmant pays qu'est l'Arabie Saoudite. En fait, de ce que j'ai compris, aucun d'eux n'a voulu baisser sa production de pétrole, et donc forcément on se retrouve avec énormément et beaucoup trop de pétrole en circulation, ce qui fait chuter les cours. Aujourd'hui, le baril est à 23 $, il a perdu 60% en un seul mois, et par exemple au Nigeria, ils vendent des barils à 3 $. Au Canada, c'est pareil, ils le vendent à 4 $ et ils trouvent même pas d'acheteurs. Et forcément, dans une économie thermo-industrielle comme la nôtre, on peut imaginer tous les dégâts que peuvent représenter la chute du baril, notamment pour des pays comme le Venezuela, comme le Nigeria, comme la Russie, comme l'Arabie Saoudite, qui dépendent énormément du cours du pétrole pour leur rente. Et il y a une organisation, vous avez déjà entendu parler, c'est l'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. En gros, il y a tous les pays qui exportent du pétrole, excepté la Russie et les États-Unis. Donc on va retrouver pas mal de pays arabes, des pays africains et des pays sud-américains. Et l'idée de cette organisation, c'est de mettre plein de pays d'accord sur combien de barils on exporte par jour pour essayer de réguler l'offre, pour faire en sorte que le baril soit toujours assez cher pour que tout le monde y trouve son compte. Sauf que l'OPEP, d'après Mediapart, est un peu explosé après des coups diplomatiques de l'Arabie Saoudite et n'est plus du tout en mesure de gérer quoi que ce soit. Et les liens diplomatiques entre la Russie, les États-Unis et l'OPEP, c'est pas fort en ce moment et c'est pas là-dessus qu'on va trouver une solution rapide. Bref, c'est une crise qui s'ajoute sur cet énorme tas de crises qu'on appelle les temps modernes, et là-dessus, on a l'impression que personne n'a vraiment les manettes. Enfin voilà, l'équipe du Canard en tout cas va rester vigilante sur la question du pétrole, et dès qu'il y a des nouveautés, on en parlera dans la revue de presse. Et on va finir aujourd'hui avec un article de l'Humanité qui parle de la situation aux États-Unis avec la pandémie. Pour ça, ils ont fait une interview avec Sarah Rosenblum, qui est une chercheuse en santé publique à l'Université du Michigan. Parce que oui, mine de rien, les États-Unis, c'est devenu le premier foyer de coronavirus au monde, avec plus de 150 000 cas recensés et 2000 morts. Bon, déjà, évidemment, les hôpitaux commencent à être saturés aux États-Unis, et notamment à New York, où la situation est inquiétante. Et se rajoute à la violence sanitaire du coronavirus une autre violence, celle-ci sociale, du chômage pour plus de 3 millions d'Américains qui ne perçoivent pas d'indemnité chômage et qui se retrouvent du jour au lendemain sans revenus. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de chômeurs d'un seul coup. C'est ce que nous a partagé Ketza par commentaire avec une courbe impressionnante sur le site de la Fed. On voit ici les 3 millions de demandes d'allocation chômage qu'il y a eu en une seule semaine. Et ce qui a encore aggravé la situation, c'est la décentralisation du système américain. Chaque gouverneur s'est retrouvé avec le choix d'appliquer ou non les mesures sanitaires. Donc tu te retrouvais avec un État qui faisait énormément de mesures sanitaires et juste à côté un qui s'en foutait totalement. Et donc ça a provoqué un énorme retard. Mais l'histoire ne finit pas là parce que les États-Unis ont quand même réagi, notamment l'État américain qui a financer les hôpitaux à hauteur de 50 milliards de dollars. Ça, c'était le 16 mars. Ils ont aussi mis en place autre chose, c'est la gratuité des tests. Parce qu'avant, il fallait payer aux États-Unis pour avoir un test. C'est-à-dire, heureusement qu'on est en France, parce qu'au moins, nous, on ne paye pas les tests qu'on n'a pas. Et 10 jours plus tard, il y a plein de chèques qui ont été envoyés de partout qui représentent des sommes colossales. Déjà, l'État américain a refait un chèque aux hôpitaux à hauteur cette fois de 150 milliards. L'État a envoyé un chèque de 1200 $ à tous les Américains qui gagnaient moins de 75 000 $ par an. Et en plus de ça, ils envoient des chèques de 600 € par semaine à tous ceux qui se sont fait virer et qui sont retrouvés au chômage pendant 4 mois. Et ça remplace le système d'assurance chômage. Enfin, ça remplace, je sais pas si c'est aussi bien, mais en tout cas, ça se substitue et c'est mieux que rien. On a même vu des grosses boîtes américaines comme General Motors être réorientées pour produire non pas des bagnoles à la con, mais des respirateurs pour les hôpitaux. La chercheuse du Michigan, elle met le point sur un autre problème, c'est celle de l'assurance santé. En fait, aux États-Unis, vu que tout est un petit peu privatisé, les assurances maladie, c'est pareil. Chaque personne est assurée, oui, mais par son entreprise à des mutuelles privées. Ce qui fait que les 3 millions de chômeurs, là, ils l'ont clairement dans l'os. Ce qui fait que tu te retrouves avec énormément de personnes qui sont déjà pauvres et qui n'ont pas de quoi se soigner. Et cette situation, logiquement, elle devrait donner énormément de force à Bernie Sanders, qui est le seul candidat de gauche aux États-Unis et qui jusque-là avait une chance de gagner les primaires démocrates. Sauf qu'aujourd'hui, il a 10 points de retard sur Joe Biden et que ça va être très dur à remonter, même s'il y a encore un peu d'espoir, ça va être chaud pour lui de gagner les primaires démocrates. Bref, si printemps il y a dans les années à venir, c'est à peu près sûr que l'hirondelle ne viendra pas des États-Unis. On va terminer avec un tweet de Gérard Darmanin qui invite les Français à donner de l'argent pour l'hôpital public à travers une plateforme de dons. Gérard Darmanin qu'on félicite parce qu'il est à 2 doigts de réinventer l'impôt. Bref, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'était un tout petit peu moins préparé qu'hier parce que là, après, je dois aller faire des échalotes. On a essayé de résoudre les quelques problèmes techniques qu'il y avait encore sur l'émission, notamment sur l'autofocus. Donc, normalement, c'est moins flou et c'est plus net. Mais en tout cas, un grand merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Si vous avez des actualités cool, des articles de presse, des vidéos et que
vous voulez qu'on en parle dans la prochaine revue de presse, vous pouvez le mettre en commentaire. Et si vous aimez cette initiative, partagez, c'est le meilleur moyen de soutenir. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Passez une bonne journée.